Blanchi, qui sont tous les deux, qui travaillent tous les deux à l'Institut Agro Montpellier d'une part et INRAE d'autre part. Ils sont tous les deux affiliés à l'UMR Géo. Pierre est chercheur postdoctoral en hydrologie des agrosystèmes et David est ingénieur de recherche en modélisation hydrologique intégrée des bassins versants. On l'a dit à l'instant, Explore 2, on est plutôt sur l'évaluation de l'offre et vous vous interrogez aussi à la demande et les besoins en eau. C'est exact. Du coup, qu'est-ce que c'est que ces besoins du coup? Oui, exactement. Je vais essayer de caractériser ça sur cette diapo. En parlant devant le micro et en regardant l'écran, comme ça. Je regarde voilà, c'est très bien. Plus facile. Comme vous pouvez le voir sur la partie droite, quand on commence à s'intéresser aux besoins et à leur interaction avec la ressource sur le bassin, on peut se retrouver dans des situations qui peuvent devenir vite complexes. Donc ces besoins, ce qu'on va essayer de faire déjà, c'est de les catégoriser selon les différents usages qu'on a. Donc on a l'eau potable, l'industrie, l'irrigation, l'énergie, et puis aussi, je n'ai pas noté, mais les canaux qui vont transporter l'eau d'un point à l'autre, éventuellement entre bassins. Et ça, en premier lieu, quand on regarde du coup les usages, il est super important de différencier les prélèvements des consommations. En bas à droite, là, vous avez une petite carte qui fait justement cette différence. Et si vous regardez sur la région Rhône-Méditerranée-Corse, on remarque que le premier poste, si on regarde les prélèvements, en fait, c'est l'énergie, avec toutes les centrales qu'on a sur le Rhône. Et quand on regarde l'eau effectivement consommée, parce que quand on produit de l'énergie, en fait, on ne fait que turbiner de l'eau qui est immédiatement restituée à la rivière. Si on regarde l'eau qui est effectivement consommée, en fait, le premier poste, et de loin, c'est l'agriculture. Ah oui. Je l'ai fait à la main. J'ai pas le... Tu as une petite zapette, ouais. On dit consommer ou on dit utiliser? Alors, pour le vocabulaire, je pense qu'il faut juste qu'on se mette d'accord, mais moi, je fais prélèvement et consommation, ça me paraît assez clair. Donc, si on regarde les données qui sont disponibles, donc on a Sébastien Abric qui en a parlé tout à l'heure, on a la Banque nationale des prélèvements en eau, qui est la source principale d'information et qui est issue des déclarations de redevance à l'Agence de l'eau. Donc, c'est une base de données avec une déclaration annuelle. Qui est basé sur, en fait, qui existe depuis une vingtaine d'années. Et on le voit là sur ce graphique à droite. Donc ce sont les prélèvements sur le bassin versant de l'Aude qu'on a utilisé dans le projet Talanoa. Et on voit qu'en fait, les données sont très hétérogènes dans le temps, du fait de changements de règles dans les déclarations. On a aussi des gros soucis sur, par exemple, l'irrigation gravitaire, où en fait on a très peu de mesures réelles et les volumes sont en fait au forfait sur des surfaces irriguées ou ce genre de choses. Et pour compliquer le tout, ce sont des données de prélèvement. Donc on a des doubles comptes en fait de prélèvement, notamment sur les canaux d'irrigation qui vont prélever l'eau dans la rivière, mais au sein desquels on va avoir les prélèvements pour les réels usages. Et en plus de ça, cette base, elle skip, en fait, elle ne prend pas en compte tous les prélèvements inférieurs à 7000 m3 par an pour l'irrigation et 10 000 m3 par an pour les autres usages. Donc elle est très incomplète et très hétérogène. Et pourtant, c'est ce dont on dispose pour faire des modélisations sur l'évolution des usages. Est-ce que ces données sont fiables? Est-ce qu'il faut remettre en cause la fiabilité de ces données? On peut largement remettre en cause la fiabilité de ces données. D'ailleurs, Sébastien Abric, tout à l'heure, du ministère de la Transition écologique, a dit qu'ils étaient en train de travailler sur la fiabilisation de ces données. Donc c'est un travail qu'on attend vraiment avec impatience, parce que pour l'instant, on a des grosses difficultés pour vraiment estimer les réelles consommations, les usages sur un bassin avec cette donnée disponible. Et pourtant, il faut bien avancer. Et pourtant, il faut bien avancer. Alors, on a essayé de faire des choses sur l'Aude. On avait accès à les déclarations de l'Agence de l'eau et les déclarations de prélèvement effectuées auprès de la DDTM de l'Aude. Et on a essayé de rassembler les données pour essayer de faire le tri et essayer de fiabiliser notre information. Et le fait est qu'il n'y a pas d'identifiant commun entre ces deux bases. On a réussi à matcher 63 prélèvements sur 600 de la RMC et 850 de la DDTM. Et au final, ce qui a été estimé sur le terrain, notamment par la DDTM, c'est qu'au niveau des préleveurs agricoles, souvent, ils ne faisaient qu'une déclaration à l'un des deux organismes, pensant qu'ils avaient fait le job. Donc c'est un premier souci. Et nous, quand on a essayé de fusionner ces données et en se disant on doit avoir des complémentarités et on va tout sommer, quand on somme les volumes pour l'irrigation, en fait, on se retrouve avec des volumes beaucoup plus importants que la réalité. Donc en fait, on n'arrive pas à réconcilier ces deux bases de données.
Mais là encore, pour autant, il faut quand même avancer et nourrir des modèles de gestion si on veut arriver à se projeter dans l'avenir. Et ben pour ça, du coup, on peut s'aider de modèles pour essayer d'estimer la demande en eau. Ça va être ce que va vous expliquer Pierre juste après. Mais si on repart sur l'aspect prospectif, dont nous parlait Denis Lacroix tout à l'heure, alors la prospective, comme il a dit, va nous permettre de nous projeter dans l'avenir l'évolution de données, de variables qui vont être des entrées de nos modèles. Sur ce schéma ici, le laser c'est En haut. En haut. Yes, si j'arrive. C'est pas allumé. Bon, ah ici. Yes. Sur ce schéma ici, oui, sur ce schéma ici, on va retrouver en fait la chaîne de modélisation d'Explore 2. Donc on va partir de scénarios d'émissions de gaz à effet de serre qui vont nous produire des modèles de climat. Et avec ces modèles de climat, on va pouvoir faire de la modélisation hydrologique. Et donc là, on va pouvoir modéliser l'évolution de la ressource en eau. Et donc ce qu'on fait, nous, à Géo, c'est qu'on essaye de coupler ce modèle de ressources en eau avec un couplage assez fort avec les usages et toutes les contraintes liées à ces usages sur le bassin versant. Donc on va essayer de modéliser la consommation en eau potable qui va être liée fortement avec l'évolution de la population. Donc ça va être une donnée prospective qu'il va falloir produire. On a l'irrigation, donc les usages d'irrigation qui vont évoluer en fonction de l'évolution de l'assolement. Donc cette évolution de l'assolement, ça pourra être une donnée directement issue de la prospective en demandant aux acteurs comment ils imaginent l'évolution de l'assolement sur leur territoire, ou on peut aussi utiliser un modèle économique qui va essayer de représenter le comportement de ferme, de type d'agriculture, à partir de prospectives liées à l'évolution des prix de l'eau, des denrées agricoles, l'évolution des politiques publiques liées aux subventions, etc., et la réglementation. Donc tout ça va nous permettre de produire des volumes prélevés en irrigation. Et par-dessus ça, on applique aussi dans notre modèle les restrictions qui sont en fait les arrêtés sécheresse, qui vont limiter la demande en eau, et on regarde l'impact de tout ça lié à notre ressource. En plus de ça, nous, dans le projet Talanoa, on travaille sur le bassin versant de l'Aude, qui contient le système d'alimentation du canal du Midi, avec un système qui comprend 8 réservoirs interconnectés. Donc on a besoin aussi de créer des modèles qui vont représenter la gestion de ces réservoirs au sein du bassin. Donc tout ça. Donc on met en œuvre toute cette chaîne de modélisation à la suite de narratifs qui vont nous permettre de produire des données prospectives et qu'on va utiliser donc en entrée de ce modèle. David, on comprend dans ce schéma de modèles intégrés qui cumulent différents modèles, qu'il y a peut-être un risque de perdre pied avec la réalité, parce qu'à cumuler les modèles, on cumule les incertitudes. Comment on s'assure qu'on reste en fait près de la réalité, enfin une réalité qui va advenir. Donc il y a un petit paradoxe dans ma question. Trop fort en transition. Effectivement, mon à cumuler des modèles, on cumule les incertitudes. Donc là, à droite, vous avez un schéma qui est beaucoup utilisé dans les études de changement climatique. Donc effectivement, à chaque fois qu'on enchaîne des modèles, on cumule les incertitudes liées à ces modèles. C'est pareil aussi pour la prospective. On a tout un champ d'incertitudes autour de la prospective qu'on propose. Et donc, comment est-ce qu'on approche cette incertitude ? On l'estime en exécutant de multiples modèles. Donc, c'est le cas pour les scénarios climatiques. On a toujours une batterie de scénarios climatiques disponibles pour voir quelle est l'étendue des possibles. Et notamment dans le projet Explore 2, il y a la méthode Calypso qui a été élaborée et qu'on a mis en œuvre ici l'année dernière avec des travaux d'étudiants du Junior Research Lab Agriculture et Transition, où on a, sur le bassin de l'Asse, du Cavallon et de l'Argue, essayé d'estimer l'évolution de la demande en eau agricole avec le modèle CropWatt à l'horizon 2100. Donc vous avez en bas à droite ici les trajectoires de cette évolution de la demande en eau liées à chacune des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre. Et sur la partie droite de l'écran ici, on a, avec cette méthode, la possibilité de
d'étudier la composition de cette incertitude liée à chacun des éléments de la chaîne de modélisation. Voilà. Donc ça permet d'avoir déjà, savoir où sont les incertitudes, et puis de voir si les champs se recoupent entre différentes solutions. Il s'agit maintenant pour les acteurs de prendre en main toutes ces données, tous ces modèles, pas simples, sauf si vous arrivez à packager ça dans un bel outil. Oui. Peut-être juste avant. Ouais. Juste avant, je vais faire un petit aparté. On aurait dû peut-être le mettre après. Mais donc ça va être une question qui va être répondue par Pierre. Là, c'est une illustration d'utilisation d'un modèle de demande en eau agricole sur le bassin de l'Aude, où on a demandé aux acteurs du territoire d'imaginer le futur de l'assolement du bassin versant. Donc c'est ce que vous avez ici à gauche. Mon laser ne marche pas à gauche, c'est pas grave. Et en fait, ce qu'on a fait, on les a fait travailler sur différentes trajectoires socio-économiques, qui sont celles définies par le GIEC, les trajectoires socio-économiques partagées. Donc, on leur a demandé, dans un futur vertueux, on va dire, et vert, quelle serait l'évolution de l'assolement, donc c'est le SSP1, la colonne du milieu, et quel serait le futur de l'assolement dans un cas où on fonctionnerait au tout pétrole. Celui-là ou celui-là. Exactement. Et à partir de ça, on a calculé quelle serait l'évolution de la demande en eau sur le territoire, compte tenu du changement climatique et de cette évolution de l'assolement. Et vous avez le résultat en bas à droite, où on a décomposé l'effet du changement climatique, donc c'est la partie gauche de ce graphique, et l'effet lié à la modification de l'assolement. Et donc on voit que dans le cas du SSP1, même si le changement climatique implique une augmentation de la demande en eau des plantes, parce qu'on a quand même un réchauffement, le levier qu'on a en jouant sur l'assolement irrigué est beaucoup plus important que l'effet néfaste du changement climatique dans ce cas. Donc c'est plutôt encourageant, c'est-à-dire qu'on a des marges de manœuvre. On a des marges de manœuvre pour essayer d'équilibrer la situation. Et du coup, pour ça, on a besoin d'outils. Et donc, je vais laisser Pierre en parler. Justement, parce qu'une fois qu'on a dit tout ça, il faut savoir voilà, comment les acteurs concrètement peuvent le prendre en main. Et donc, c'est tout l'objet de l'outil Kawet. C'est tout à fait le... Alors, est-ce que je peux slider comme ça? Très bien. C'est tout l'objet de mon travail. Et notamment, donc, je vais revenir sur quelques points particuliers. Là, tout à l'heure, David vous a présenté un grand schéma intégrant moult modèles. Un focus sur la partie besoins agricoles d'eau, ici, puisque c'est le premier pôle de prélèvement d'eau en région méditerranéenne. Moi, j'ai retenu que c'était notamment consommation. Là dans le cadre de l'agriculture, on va utiliser de l'eau qui ne va pas être restituée immédiatement à la rivière. Donc c'est la consommation. C'est ça. Donc, pour étudier ce ratio entre ressources et besoins sur un territoire donné, il faut savoir de combien d'eau on parle et à quel moment. Pour ça, on dispose de données actuelles et passées, avec tout ce dont a parlé David précédemment, mais dont on sait qu'elles sont, non pas fausses, mais incertaines. Une autre option pour savoir de combien d'eau on a besoin et quand, c'est en passant par de la modélisation, c'est-à-dire de mettre des formules mathématiques derrière ces processus biologiques. Mais ça nécessite donc d'une part des données et d'autre un savoir-faire. Ces données et ce savoir-faire nécessaires, on va avoir besoin donc de nombreuses données, notamment sur des questions de culture, quelles cultures sont en place, de quels sols sont présents sur le territoire, de quel climat est présent localement, ce qui est parfois complexe à analyser et parfois dépendante elle-même de modélisation pour obtenir des cartographies de ces données. D'autre part, on a besoin d'un savoir-faire qui nécessite donc puisqu'on dispose de nombreux modèles capables de simuler des besoins en eau de culture, mais ça demande des connaissances pointues pour les choisir ou en estimer les paramètres. Ce qu'on propose ici, c'est un outil, un outil qui s'appelle Kawet, pour Calculator of Agricultural Water Needs and Evapotranspiration, donc un calculateur de besoins en eau agricole et d'évapotranspiration pour les non-anglophones, qui est un outil clé en main, qui, à partir d'un territoire donné qu'on lui donne en entrée, simplement donc, notre territoire, là c'est une commune locale à côté d'Avignon, là c'est le territoire d'un PTGE, ça peut être vraiment n'importe quelle zone, va acquérir automatiquement des données agronomiques sur ce territoire qui vont être
Donc les cultures, les réserves utiles des sols, les textures de sol, les profondeurs, et la météo locale, donc via les données Safran par exemple. Et à partir de ça, va en tirer donc des chroniques de besoins en eau et estimer des besoins en eau d'irrigation de nos cultures. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce que je vous illustre ici. Ce qu'il faut voir, c'est en rouge ici, le besoin en eau de notre culture. Donc, l'idée ici va être de fournir un maximum d'informations à partir d'un simple shapefile. Et cet outil, il y répond en proposant donc des estimations du besoin en eau de chaque culture d'un territoire donné, quel qu'il soit, sur la France métropolitaine actuellement. Donc on retrouve les différentes cultures ici nommées par leur code RPG, peu importe, au regard d'une validation qui ici est fournie par l'outil. L'outil propose également une somme territoriale des besoins, ce qui va nous intéresser ici, puisqu'on veut dimensionner la quantité d'eau nécessaire à notre territoire. Et enfin, l'outil propose des cartographies afin de mieux comprendre le territoire localement. Donc ici, c'est toujours la même commune que je présentais tout à l'heure, sur lequel on a notre parcellaire, découpé en mailles d'1 km par 1 km, et sur lequel on estime les besoins en eau. Cet outil propose également une comparaison de scénarios afin de mieux prendre en compte diverses incertitudes potentielles, notamment une comparaison de scénarios qui est potentiellement, si on modifie des assolements, si on change des seuils de déclenchement d'irrigation, si on propose des climats différents, notamment des climats futurs, on pourrait comparer des années différentes, ou encore la composition des territoires dans leur parcellaire, dans leurs caractéristiques de sol. Ça permet donc de comparer différents cas. Là, je vous ai mis un exemple, par exemple, mais on peut tester énormément de choses. Donc ici, différents cas de déclenchement d'irrigation, plus ou moins récurrentes. Ce qu'il faut voir dans cet outil, c'est qu'on a souhaité conserver l'intégralité des paramètres de l'outil et donc des paramètres également des modèles comme modulables. On est sur un outil qui est normalement facile à prendre en main, mais où on peut rentrer dans le détail si on le souhaite. Et donc, Pierre, c'est un outil qui est, on va dire, presse-bouton et qui est L'idée, d'ores et déjà prêt à être utilisé par les parties prenantes de PTGE. C'est un outil qu'on développe que je développe depuis le début d'année, qui va arriver dans sa version 1 à une version diffusable très prochainement, qui sera open source et qui est pratiquement déjà clic-bouton. Avec littéralement, avec simplement un bouton simuler mon territoire, en lui fournissant simplement le territoire donné en entrée, c'est-à-dire un shapefile de la zone. Donc, c'est ce que j'aurais dû slider avant, parce que tu es très fort en transition, tu connais mieux mes diapos que moi. C'est un outil donc, qui est en fin de programmation, donc on a une présentation formation qui est prévue demain matin, mais qui est déjà complète, désolé. D'autres formations seront très probablement à venir dans les semaines, mois qui viennent. Et c'est un outil donc, dont la V1 est pratiquement diffusable et où on réfléchit déjà à des options pour une V2, c'est-à-dire prenant en compte d'autres variabilités, implémentant d'autres modèles. Ici, l'outil s'appuie sur un modèle qui est le modèle CropWatt. La comparaison de différents modèles sera très intéressante dans un futur. On imagine aussi des indicateurs spécifiques à certains besoins qui peuvent être économiques, techniques, qui peuvent répondre à vos besoins. Et à des possibilités donc de données automatiquement acquises sur d'autres régions, puisque comme je le disais en introduction, cet outil fonctionne en France métropolitaine actuellement. Pour conclure cette petite présentation, dans le cadre d'un PTGE, mais aussi dans le cadre de n'importe quelle gestion de territoire, si on veut connaître le besoin en eau, on a besoin d'outils qui soient simples d'utilisation, donc avec un usage qui soit rapide et qui soit avec le moins d'expertise nécessaire possible, mais aussi d'un outil qui soit robuste, avec des résultats cohérents dans un maximum de cas, notamment pour tester de nombreux potentiels d'évolution des territoires possibles et donc faire de la prospective. Ça peut même être un outil d'animation de cette réflexion. Ça peut complètement être une source de réflexion, un outil de discussion. Ce qu'il faut bien voir quand même, c'est que derrière toute modélisation, comme derrière toute prospective, on a des incertitudes, comme l'a présenté David très
efficacement, c'est mieux que rapidement, désolé David, tout à l'heure, avec notamment des incertitudes sur les données d'entrée, mais aussi sur les modélisations, avec les équations qui sont derrière. On est forcément sur des simplifications. Également, on prend très peu en compte des événements qui seraient ponctuels et extrêmes, voire des facteurs humains ici, que j'appelle comme ça, mais qui sont plutôt des aléas, comme elle a été présentée, je crois, par Denis Lacroix tout à l'heure, avec une variabilité potentielle imprédictible. Ce qui fait que ces outils ne sont pas des outils de divination, mais d'estimation. Ici, on n'est pas du tout sur une boule de cristal, on va donner une gamme de variables. Ce sont donc ainsi des données de discussion qui vont servir derrière à nourrir la discussion entre acteurs des territoires. Donc, puisqu'on est sur des outils de discussion, ça permet essentiellement de dégager des grandes tendances et pas des valeurs exactes. Et ce, notamment à partir de scénarios cohérents élaborés par les acteurs. C'est ce que vous a présenté tout à l'heure Denis Lacroix notamment, mais aussi d'autres. Avec notamment la prise en compte d'incertitudes liées au large panel de futurs possibles. Ainsi, on passe de données produites par notre modélisation ici à des chaînes de modélisation intégrées qui vont intégrer tous les usages du territoire, ou au moins la majorité, afin d'étudier l'adéquation entre nos ressources et nos besoins en eau de nos territoires de façon la plus efficiente possible. Et je vous remercie. Merci à vous deux surtout pour cette présentation. Et puis, encore une fois, on voit bien comment les différents outils qu'on vous a présentés ce matin se retrouvent intégrés potentiellement leurs équivalents dans cette chaîne de modélisation pour permettre l'étude de l'adéquation entre ressources et besoins qui est au cœur des PTGE. Merci beaucoup à tous les deux encore.